La question de savoir qui regarde a une manifestation spécifique dans le domaine de la créativité, qui offre l'un des accès les plus directs et universellement disponibles à la différence expérientielle entre les deux sujets. L'ego crée, et peut créer avec une compétence technique extraordinaire, avec une sophistication formelle, avec la maîtrise de toutes les ressources que le domaine en question met à disposition. Mais la création du moi a une qualité perceptible par quiconque et suffisamment sensible pour le remarquer, quel que soit le niveau technique. La qualité que le créateur est présent dans l'œuvre comme protection. Chaque choix dans le travail de création de l'ego est, dans une certaine mesure, un choix sur la façon dont le créateur sera perçu, sur ce que l'œuvre révélera sur sa compétence, sa sensibilité, sa profondeur. Il y a une vigilance constante de l'ego sur le processus de création, une autosurveillance qui garantit que ce qui est produit n'expose pas les vulnérabilités que l'ego doit protéger. Le travail qui émerge de ce processus peut être très bon en termes objectifs, mais il a un plafond qui est déterminé par ce que l'ego peut montrer sans s'exposer au-delà de la limite de ce qui est supportable. La création de l'essence a une qualité différente. Le créateur disparaît dans le processus d'une manière qu'aucune surveillance de l'ego ne permet, et ce qui en ressort a la qualité spécifique que quelqu'un qui n'a pas d'histoire à protéger a regardé la matière et a vu ce qu'il y avait à voir. Cette qualité, la qualité de l'œuvre réalisée par le sujet qui n'avait aucun récit à protéger, est ce que les créateurs de toutes les traditions décrivent avec des variations du même paradoxe. La meilleure œuvre est celle qu'ils avaient l'impression de ne pas avoir réalisée, celle qui venait d'un endroit qui n'était pas celui qu'ils identifiaient habituellement comme eux-mêmes, celui qui les a surpris en la réalisant. Ce paradoxe est, dans le langage de la tradition théosophique, la description exacte de la différence entre la création de l'ego et la création dans laquelle c'est l'essence qui regarde. La pratique de la créativité comme instrument de distinction entre l'ego et l'essence est, pour cette raison, l'une des plus sous-estimées et des plus efficaces dont dispose le chercheur, qui ne dispose pas des conditions nécessaires à une pratique méditative formelle cohérente. Toute forme de création, écriture, dessin, musique, jardinage, cuisine, artisanat, peut devenir un laboratoire dans lequel l'être apprend à reconnaître le moment où l'ego reprend le contrôle du processus, et le moment où le processus se produit à un niveau plus profond que celui où l'ego l'habite. Le signe qui distingue les deux moments n'est pas la qualité technique de ce qui est produit, c'est la qualité de l'état interne du créateur, la présence ou l'absence d'une vigilance autosurveillée, la présence ou l'absence d'espace entre l'impulsion créatrice et l'évaluation immédiate de l'impulsion par l'ego, la présence ou l'absence de la peur spécifique que ce qui est produit révèle quelque chose que l'ego a décidé de ne pas révéler. Apprendre à reconnaître cet état et à persister dans le processus créatif même lorsque l'ego reprend le contrôle et installe la vigilance est une manière de travailler sur la question du spectateur qui est simultané à la vie, qui ne nécessite pas de séparation du quotidien et qui produit, au fil du temps, un affinement de discrimination qui se transfère à d'autres domaines d'expérience, avec un naturel qu'aucune pratique formelle exclusivement contemplative ne peut garantir. Action et sans connaissance ésotérique préalable, et qui, si elle est menée avec suffisamment d'honnêteté, a le potentiel de modifier de façon permanente la relation avec la vie elle-même. L'expérience est simple. Essayez d'observer l'observateur, pas ce qui est observé, qui est seul le contenu habituel de toute l'attention humaine, du monde extérieur et des pensées et émotions qui surgissent en réponse à celui-ci. Mais qu'est-ce qui observe? Ce qui est présent avant l'arrivée d'un contenu, ce qui reste constant pendant que le contenu change, ce qui devrait rester présent pour que toute observation soit possible. Quand on essaie de faire cela, quand l'attention se tourne vers ce qui attire l'attention plutôt que vers ce qu'elle reçoit, il se produit quelque chose de spécifique qu'aucune description verbale ne peut anticiper de manière adéquate, mais qui, quand cela se produit, est immédiatement reconnaissable. L'attention ne trouve pas d'objet, parce que ce qu'elle essaie de trouver, c'est le sujet lui-même. Et dans ce moment précis, le moment où la recherche du sujet révèle que le sujet n'a pas la solidité d'objet que le moi s'attribuait, se trouve le noyau expérientiel de toute la question qu'Elena Petrovna Blavatsky a placée au centre de la doctrine secrète. La question de savoir qui, ou plus précisément quoi, est présent comme témoin de toute expérience humaine. La réponse qu'offre la tradition ésotérique n'est pas la réponse que l'ego veut entendre. Ce n'est pas qu'il existe un soi solide, bien défini, identique à lui-même à travers le temps, qui observe depuis l'intérieur d'une tête la réalité qui se passe à l'extérieur d'elle. Il y a deux CA, des applications radicalement différentes, au rôle de sujet d'expérience, l'ego et l'essence, et que la confusion entre les deux est le voile même de Maya dans son expression la plus fondamentale. L'ego, tel que Blavatsky le décrit avec la rigueur que permet la septennade, n'est pas une fiction,
c'est une véritable structure sur les plans sur lesquels il opère. C'est l'ensemble des identifications que les véhicules inférieurs de la constitution humaine, le corps physique, le corps éthérique, le corps astral de Kama, le manas inférieur, construisent tout au long d'une vie et qui produisent l'expérience d'être quelqu'un de spécifique, avec une histoire spécifique, avec des caractéristiques spécifiques, avec des désirs, des peurs et des valeurs spécifiques. Cette structure est réelle, tout comme tout modèle d'énergie organisé. Elle a une cohérence, une persistance, elle a une logique interne qui rend ses comportements prévisibles à quiconque les observe d'assez près au fil du temps. Mais il a une caractéristique spécifique qu'il distingue fondamentalement de l'essence et qui est au cœur de toute la confusion que perpétue le voile de Maya. Il est construit, non découvert. C'est le résultat d'un processus d'accumulation et d'identification progressive qui commence avec la naissance du corps physique et qui produit, à la fin d'une vie, une structure qui semble avoir toujours existé et qui semble être ce qu'est l'être de la manière la plus fondamentale, mais qui est, en réalité, une superposition d'identification que l'être a faite avec des stimuli et des réponses au fil du temps. L'essence, en revanche, n'est pas construite. C'est ce qui est présent avant toute construction, ce qui persiste après toute dissolution, ce que Blavatsky appelle le fil d'or d'Atma Buddhi Manas, qui traverse toutes les incarnations, et qui n'est que le même sujet dans chacune d'elles, non pas parce qu'elle a la même forme. La forme change avec chaque personnalité, avec chaque ensemble de circonstances, avec chaque vie, mais parce qu'elle a la même nature, la nature de la conscience qui apprend, qui se développe, qui porte l'accumulation de toute l'expérience dans une manière qui transcende la mémoire de la personnalité individuelle. La confusion entre les deux, la confusion que perpétue le voile de Maya et qui est en fin de compte le seul véritable obstacle qui sépare l'être de la reconnaissance de ce qu'il est véritablement, n'est pas une confusion intellectuelle qui peut être résolue par une compréhension correcte d'une définition. Il s'agit d'une confusion expérientielle. L'ego s'éprouve lui-même comme étant le sujet de l'expérience d'une manière si immédiate, si incontournable et si totalisante, que toute affirmation selon laquelle il existe un autre sujet plus fondamental semble, du point de vue de l'ego, une proposition intellectuellement intéressante, mais expérientiellement vide. L'ego n'a pas besoin de réfuter l'existence de l'essence. Il l'absorbe simplement comme un autre contenu de sa propre expérience, une autre chose que l'ego observe et classe, et sur laquelle il se forme des opinions. Et ce faisant, il neutralise complètement la menace que représenterait la véritable reconnaissance de l'essence pour sa continuité, en tant que sujet apparemment substantiel. C'est cette neutralisation qui constitue l'opération la plus sophistiquée du voile Maya, non pas la suppression des informations sur l'essence qui serait facilement détectable, mais l'absorption de ces informations en tant que contenu de l'ego, plutôt que comme révélation pointant au-delà de l'ego. L'être qui étudie. La doctrine secrète et qui apprend intellectuellement sur l'ego supérieur, sur Atma Buddhi Manas, sur le fil d'or des incarnations, mais qui le fait tout en restant dans le siège de l'ego comme sujet d'étude, ne s'approche pas de l'essence. Il s'agit de rendre l'ego plus informé sur l'essence, ce qui est une chose complètement différente, et que le voile de Maya préférera toujours à la véritable reconnaissance qui dissiperait la confusion entre les deux. Comment, alors, l'essence peut-elle être reconnue de telle sorte que la reconnaissance soit authentique, qu'il ne s'agisse pas simplement d'une autre opération de l'ego, devenant plus spirituellement sophistiquée? La tradition ésotérique donne une réponse qui est à la fois la plus simple et la plus difficile à mettre en œuvre. L'essence ne peut pas être reconnue à l'intérieur de l'ego, mais elle peut être vécue dans des moments où l'ego est temporairement suspendu, et ces moments peuvent être identifiés, cultivés et progressivement élargis à travers les pratiques recommandées par la voie ésotérique. La question n'est pas de savoir comment trouver l'essence. L'essence n'est pas cachée et n'a pas besoin d'être trouvée. Elle est présente comme le substrat de toute expérience, l'arrière-plan sur lequel tout le reste se produit. La question est de savoir comment éliminer les obstacles qui empêchent que l'essence soit perçue comme ce qu'elle est, plutôt que comme un autre contenu de l'expérience de l'ego. Et les obstacles sont précisément ceux que la septennade identifie. L'activation continue du kama qui maintient l'attention collée sur les plans inférieurs, la production incessante de récits par le manas inférieur qui couvre le silence dans lequel l'essence est perceptible, et l'habitude d'identification que l'ego a construite tout au long de la vie et qui s'auto-entretient par la simple inertie d'une structure trop investie pour être remise en cause sans coup. Les moments où l'ego est temporairement suspendu sont plus fréquents et plus accessibles que ne le suggère parfois le langage de la tradition ésotérique. Il ne s'agit pas nécessairement de moments de méditation profonde ou de pratiques spirituelles formelles, bien que ces moments puissent les produire avec une plus grande cohérence que d'autres circonstances. Ce sont des moments que vit tout être.
le moment d'absorption totale dans un travail qu'il aime, dans lequel l'ego qui s'inquiétait de la façon dont il est perçu disparaît tout simplement dans la qualité de présence qu'exige la tâche, le moment de contact avec une beauté naturelle d'une intensité suffisante pour que le commentaire intérieur de Manas inférieur fasse taire un instant. Le moment de rire authentique dans lequel la discontinuité de ce qui était attendu produit une ouverture dans le récit que le moi était en train de construire, le moment du contact avec un petit enfant dont l'état de présence directe, sans médiation du moi constitué, entre en résonance avec quelque chose que l'adulte reconnaît comme familier, d'une manière qu'il ne peut expliquer car antérieure à toute explication que le moi pourrait produire. Ces moments ont en commun la qualité spécifique que possède l'essence et que n'a pas le moi. La qualité de présence sans histoire, de conscience sans le poids de ce qui a été, et l'angoisse de ce qui va venir, de perception qui se produit avant que le moi n'ait le temps d'organiser ce qu'il perçoit, selon les catégories qui confirment le récit d'identité qui se soutient. Ce sont les moments où, même sans aucune connaissance ésotérique, tout être humain a accès à l'expérience qu'il existe, quelque chose de plus fondamental que l'ego, un état de conscience plus léger, plus vivant et plus intelligent que l'état habituel de Kama Manas, et qui était présent à tout moment, sous tout le poids que l'ego avait accumulé sur lui. La pratique consistant à reconnaître ces moments comme ce qu'ils sont, comme des moments dans lesquels c'est l'essence qui regarde, est le point de départ le plus concret et le plus accessible pour le travail de dissolution du voile que propose la tradition. Non pas pour remplacer les pratiques formelles, qui ont leur fonction spécifique et irremplaçable, mais comme le développement d'une capacité de discrimination dans la vie quotidienne qui augmente progressivement la fréquence avec laquelle l'essence est reconnue comme sujet et qui cultive le terrain sur lequel les pratiques formelles peuvent produire leurs fruits avec une bien plus grande cohérence qu'elles ne le feraient sans cette reconnaissance fondamentale. La discrimination qui compte n'est pas la discrimination intellectuelle, il s'agit de ne pas savoir que l'ego est temporaire et que l'essence est permanente en tant que proposition théorique. C'est une discrimination expérientielle. La capacité de ressentir la différence entre l'état dans lequel l'ego est au siège et l'état dans lequel l'essence est la plus présente. La capacité de reconnaître les conditions qui produisent l'alternance dans chaque direction. Et la capacité d'utiliser cette reconnaissance pour créer, délibérément et progressivement, plus de conditions qui favorisent la présence de l'essence et moins de conditions qui garantissent la domination automatique de l'ego. L'une des contributions les plus spécifiques et les moins comprises qu'offre le modèle théosophique de la septennade à la question du spectateur est la précision avec laquelle il décrit les mécanismes par lesquels le moi garantit sa continuité, en tant que sujet apparemment dominant même dans des circonstances qui devraient, en théorie, favoriser l'émergence de l'essence. Le mécanisme le plus efficace est ce que l'on pourrait appeler la capture spirituelle. Le processus par lequel l'ego utilise la quête spirituelle, la pratique méditative, l'étude ésotérique et le développement de la compassion comme nouveau contenu pour son propre récit identitaire, devenant l'ego spirituel plutôt que de se dissoudre dans la reconnaissance de l'essence. L'ego spirituel est, à bien des égards, plus résistant à la dissolution que l'ego ordinaire, parce qu'il a accès à un vocabulaire plus sophistiqué pour justifier ses opérations, à un ensemble de pratiques qui produisent des états qui confirment le progrès sans nécessairement produire une véritable reconnaissance de l'essence, et à une communauté d'autres égos spirituels qui confirment mutuellement la validité du chemin qu'ils parcourent. Blavatsky a identifié ce mécanisme avec une clarté que peu de systèmes ésotériques ultérieurs ont égalée, et elle a également identifié le signe qui distingue le véritable développement spirituel de la capture spirituelle par l'ego. Le développement authentique produit progressivement moins de certitude sur ce que l'on est en tant qu'ego et progressivement plus de certitude sur ce que l'on est en tant qu'essence. La capture spirituelle produit progressivement plus de certitude sur ce que l'on est spirituellement. Plus d'élaboration du récit de l'identité spirituelle, plus de preuves de progrès que l'ego peut collecter et afficher comme une démonstration du développement réel. Le signal pratique le plus fiable. Que ce soit l'essence qui apparaît, plutôt que l'ego spirituel, que le développement produise une véritable reconnaissance plutôt que la sophistication spirituelle de l'ego, et la qualité de la relation avec sa propre ignorance. L'ego, quel que soit le niveau de sophistication atteint, entretient une relation anxieuse avec l'ignorance. Ne pas savoir est un état à résoudre, une lacune à combler, une vulnérabilité à éliminer. L'ego spirituel entretient la même relation anxieuse avec l'ignorance spirituelle. Ne pas avoir encore fait l'expérience, ne pas avoir encore compris, pas encore dissous, sont des états qui produisent une urgence de résolution, qui est la même urgence que Kama opérant avec un contenu spirituel.
L'essence a une relation complètement différente avec l'ignorance, non pas la tolérance résignée de celui qui accepte des limitations qu'il ne peut pas changer, mais l'ouverture authentique de celui qui réalise que le non-savoir est l'espace dans lequel la perception directe est possible, que ce qui n'est pas encore classé a une richesse qui disparaît dès qu'il est capturé par la catégorisation du manas inférieur, que le silence du non-savoir est le terrain sur lequel Bouddhi peut opérer sans concurrence du récit de l'ego qui remplit tout espace d'interprétation avant. La perception directe a le temps de s'achever. L'être qui commence à expérimenter le non-savoir comme un espace plutôt que comme un écart, qui commence à expérimenter le silence de l'inclassé comme une présence plutôt que comme une absence, commence à ressentir, de l'intérieur, la différence entre l'ego qui regarde et l'essence qui regarde. La dimension intergénérationnelle de la question de savoir qui regarde est un aspect qui reçoit rarement le traitement qu'il mérite. Peut-être parce que c'est l'aspect qui relie le plus directement le développement individuel au karma collectif des familles et des lignées, et qui a donc des implications qui dépassent le confort de ce sur quoi un seul être peut travailler au cours d'une seule vie. Chaque lignée familiale transmet, avec le code génétique et les modèles de comportement observables, une structure du moi collectif, un ensemble d'identifications, de récits sur qui est la famille et ce que les membres de la famille peuvent attendre du monde, de réponses émotionnelles automatiques à certaines catégories de stimuli, qui est plus ancienne et plus dense que n'importe quel ego individuel de la lignée, et qui opère sur chaque membre comme une sorte de sujet préfabriqué disponible. Pour l'habitation, avant que l'être n'ait développé une distinction suffisante entre ce qui lui appartient et ce qui lui appartient. Lignée pour connaître la différence. L'être qui grandit au sein d'une lignée familiale avec un moi collectif particulièrement fort, qui transmet ses récits avec force, qui pénalise toute déviation de l'identité collective, qui confond sa continuité avec la survie de ses membres, est confronté à un travail de dissolution du voile qui inclut non seulement le moi individuel que la vie présente a construit, mais les couches du moi collectif qui précèdent la vie présente et qui opèrent avec une autorité que le moi individuel ne remet guère en question parce qu'il l'a reçu comme réalité avant d'avoir développé la capacité de le percevoir, comme une construction. La reconnaissance de cet ego collectif de la lignée, la prise de conscience qu'une partie de ce que vous avez vécu en tant que votre propre sujet est en réalité le sujet de la lignée qui opère à travers vous, est l'une des reconnaissances les plus libératrices et les plus troublantes que le développement ésotérique puisse produire, car elle implique à la fois une expansion radicale de la perspective sur ce que l'on est et une responsabilité tout aussi radicale quant à la manière dont cette perspective est utilisée. La tradition théosophique propose, pour le travail de dissolution du moi collectif du lignage, un principe à la fois simple à énoncer et extraordinairement exigeant à mettre en œuvre. Le principe selon lequel ce qui a été hérité sans avoir été choisi peut être examiné honnêtement. Et, si l'examen révèle qu'il sert le moi collectif mais non le développement de l'essence, peut être mis de côté sans que cela constitue une trahison du lignage, mais plutôt la contribution la plus profonde que tout membre du lignage puisse apporter au karma collectif de la famille. Il ne s'agit pas d'une proposition de rupture avec l'histoire familiale, mais d'une proposition d'un rapport à cette histoire plus honnête et plus profond que l'identification inconsciente, car capable de distinguer ce qui, dans l'héritage familial, sert au développement de l'essence et doit être honoré et continué, et ce qui sert à la perpétuation de l'ego collectif et doit être reconnu comme tel, sans l'identification qui le rend invisible en tant que construction. Cette distinction entre ce qui, dans l'héritage, est un véritable développement qui peut et doit être poursuivi, et ce qui est un ego collectif qui peut et doit être examiné et si nécessaire dissous, est la tâche spécifique de tous les membres d'une lignée qui atteignent un point de développement où ils peuvent voir la lignée de l'extérieur suffisamment clairement pour que la distinction soit possible. Et la capacité de faire cette distinction sans amertume, sans le rejet, qui est encore une forme d'identification à ce qui est rejeté, est en soi un indicateur que c'est l'essence qui regarde et non l'ego qui utilise la perspective ésotérique comme une autre stratégie de différenciation et d'affirmation de soi. Ce qui arrive à la qualité des relations lorsque c'est progressivement plus l'essence et moins l'ego qui regarde est l'un des aspects les plus pratiques et les plus immédiatement vérifiables de tout le développement que déclenche la question de savoir qui regarde. Les relations motivées principalement par l'ego ont une qualité spécifique qui est identifiable rétrospectivement, même sans connaissance ésotérique. La qualité de la transaction. Chaque relation, quel que soit le degré d'affection authentique existant sur le plan karma, a une structure implicite d'échange, un échange de confirmation d'identité, de satisfaction de besoins émotionnels que l'ego ne peut pas satisfaire par lui-même,
de récits de soutien que l'ego a besoin que les autres confirment pour maintenir sa cohérence. Lorsqu'une relation ne parvient pas à fournir ce dont l'ego a besoin au sein de cette structure d'échange, l'ego éprouve ce qu'il appelle une distance ou une déception, qui est, dans sa structure la plus profonde, la perception que la transaction n'est pas honorée. Les relations dans lesquelles l'essence se présente de plus en plus ont une qualité différente. Elles ne sont pas structurées comme une transaction, parce que l'essence n'a pas les mêmes besoins de confirmation que l'ego. L'essence n'a pas besoin de l'autre pour confirmer son récit identitaire, parce qu'elle n'a pas de récit identitaire à confirmer. Elle n'a pas besoin des autres pour satisfaire des besoins qu'elle ne peut satisfaire par elle-même, parce que l'essence a, de par sa nature même, accès à Buddhi, qui fournit la direction que l'ego avait besoin de chercher en dehors de lui-même. Ce que l'essence offre dans les relations, et ce qui transforme la qualité des relations dans lesquelles elle est présente, est une véritable reconnaissance, non pas la confirmation du récit de l'autre, mais la reconnaissance de l'autre comme sujet réel, comme un être avec la même essence qui est dans le sujet qui reconnaît, comme une présence qui mérite une véritable rencontre, plutôt qu'une gestion stratégique au sein d'une structure d'échange. Le rôle spécifique que joue le langage dans la question du spectateur est l'un des plus rarement examinés et en même temps l'un des plus conséquents. Le langage n'est pas un instrument neutre que le sujet utilise pour décrire une réalité qui existe indépendamment d'elle. Il est l'un des principaux moyens par lesquels le moi se constitue et se maintient en tant que sujet apparemment substantiel. L'ego est, dans une large mesure, une construction linguistique. C'est l'histoire que le manas inférieur raconte sur qui on est, avec un vocabulaire spécifique qui encadre l'expérience d'une manière qui confirme les hypothèses sur ce qu'est le soi, ce qu'est le monde et quelle est la relation entre les deux. L'essence n'a pas besoin du langage pour exister. Elle existe sur les plans qui précèdent le langage, au niveau de Buddhi, où la perception est directe et non médiatisée par la représentation symbolique. Mais lorsque l'essence est présente en tant que sujet et que l'être utilise le langage pour décrire l'expérience, le langage qui émerge a une qualité spécifique différente du langage que l'ego produit à propos de la même expérience. Le langage de l'essence est plus simple, non pas parce que l'essence est moins sophistiquée, mais parce qu'il n'a pas besoin d'être élaboré pour protéger une quelconque vulnérabilité. C'est plus direct, parce que vous décrivez ce qui est plutôt que de construire la version de ce que l'ego veut être perçu. Et il est plus ouvert à la possibilité que ce qu'il décrit dépasse la capacité du langage à le décrire, ce que l'ego admet rarement, car admettre que le langage est insuffisant serait aussi admettre que le récit identitaire que le langage soutient est insuffisant. L'exercice consistant à observer sa propre langue comme indicateur de qui regarde est l'un des plus immédiatement disponibles, et l'un des moins dépendants de circonstances particulières. Le langage avec lequel l'être décrit les situations difficiles de sa vie, les conflits, les déceptions, les échecs, les relations qui n'ont pas fonctionné comme il le souhaitait, est une fenêtre directe sur le sujet qui regarde. Le langage de l'ego est le langage de quelqu'un à qui des forces extérieures font quelque chose. D'autres l'ont fait. Les circonstances ne l'ont pas permis, la malchance est intervenue, le monde n'a pas été à la hauteur de ce qui était attendu. Pas nécessairement par malhonnêteté. Souvent, les circonstances extérieures étaient très difficiles et d'autres agissaient de manière vraiment problématique. Mais il existe une structure subjective passive qui est la marque linguistique du moi opérant. La structure dans laquelle le moi est le récepteur et le monde est l'acteur. Le langage de l'essence, dans les mêmes situations, a une structure différente. Pas nécessairement la structure de la responsabilité totale qui nie la réalité des circonstances et des actions des autres. L'extrême opposé est aussi une opération de l'ego, qui utilise désormais le langage de la responsabilité comme performance spirituelle. Mais une structure qui inclut les deux vecteurs, ce que les circonstances et les autres ont fait, et ce que l'être a fait avec ce que les circonstances et les autres ont fait, y compris ce que l'être a fait avec sa propre constitution, avec ses propres modèles de karma manas, avec ses propres prémices sur ce qu'était la situation et ce qu'elle exigeait. Cette structure linguistique de double perspective, qui inclut l'externe et l'interne sans s'effondrer l'un dans l'autre, est la marque de l'essence présente dans l'acte de décrire, et est un indicateur qui peut être délibérément développé par la pratique de remarquer quand le langage lui-même effondre la double perspective en faveur de l'une des deux versions extrêmes. La question de savoir qui regarde a une dimension qui devient particulièrement aiguë dans les moments de transition de la vie, dans les moments où les structures que l'ego avait construites pour soutenir sa continuité sont modifiées ou dissoutes par les circonstances, et dans lesquelles l'être est placé, même s'il s'y est préparé, face à la question de savoir qui il est sans les structures qu'il avait identifiées comme qui il était. Les transitions qui produisent cet effet sont variées.
la perte d'un rôle professionnel qui avait été central dans l'identité du moi, la fin d'une longue relation dans laquelle le moi s'était défini en grande partie par ce qu'il était par rapport à un autre, la mort d'un membre proche de la famille, qui opérait comme un élément d'un récit identitaire familial, que le moi avait habité sans conteste, le vieillissement qui modifie le corps que le moi avait utilisé comme encre pour son identité, physique. Dans tous ces cas, ce qui est remis en question n'est pas l'essence, qui ne dépend d'aucune de ces structures pour exister, mais le moi qui s'est identifié à ces structures et qui, dans sa dissolution, vit ce qu'il décrit souvent comme une crise d'identité. Mais ce que la tradition appelle crise d'identité est, du point de vue du développement spirituel, précisément l'occasion la plus directe disponible pour répondre à la question du spectateur, de telle sorte que la réponse soit expérientielle et pas seulement intellectuelle, car c'est dans ces moments que le moi qui s'était identifié aux structures dissoutes révèle, par sa propre confusion, qu'il n'était pas le fondement qu'il semblait être, et que ce qui reste lorsque les structures sont dissoutes, ce qui est encore présent, toujours conscient, encore percevant, n'est pas le moi, mais l'essence que le Lego l'avait recouvert de ses identifications. La tradition théosophique décrit ce processus de révélation de l'essence par la dissolution des structures de l'ego, non pas comme une tragédie, mais comme une grâce, en utilisant le vocabulaire spécifique selon lequel les circonstances qui dissolvent les structures de l'ego sont souvent celles que le karma a créées précisément pour produire cet effet de révélation. Cela ne constitue pas une justification de la souffrance. La véritable douleur produite par la dissolution des structures identitaires est réelle et mérite d'être honorée comme réelle. C'est une perspective sur la finalité de la souffrance qui est radicalement différente de la perspective du moi, pour qui la souffrance est toujours et exclusivement quelque chose à éliminer au plus vite. Du point de vue de l'essence, accessible dans les moments où la crise a produit suffisamment d'ouverture pour que Bouddhi puisse être entendu à travers le bruit du kama, la souffrance de la dissolution est le sentiment de ce qui devait être ressenti pour que ce qui était couvert puisse être découvert. Ce n'est pas la seule voie vers la reconnaissance de l'essence. La tradition offre des voies qui n'exigent pas comme condition une dissolution catastrophique des structures de l'ego. Mais c'est souvent le chemin le plus rapide, et c'est le chemin par lequel la plupart des êtres arrivent au point où la question du spectateur devient existentiellement urgente plutôt qu'intellectuellement intéressante. L'être qui traverse une plus grande dissolution des structures de l'ego et qui, au lieu de reconstruire les structures dissoutes le plus rapidement possible, ce que l'ego veut naturellement faire, reste avec l'ouverture que la dissolution a produite assez longtemps pour que l'essence qui était sous les structures puisse être ressentie avec une clarté que la présence des structures empêchait. Cet être a l'opportunité d'une transformation qu'aucune pratique spirituelle réalisée dans des conditions confortables ne peut produire avec la même profondeur. La distinction que la tradition fait entre l'ego et l'essence n'est pas, en fin de compte, une distinction entre le faux et le vrai, au sens où l'ego est un mensonge et l'essence est la vérité. C'est une distinction entre le temporaire et le permanent, entre ce qui est construit et ce qui précède toute construction, entre ce qui a besoin d'une confirmation extérieure pour sentir qu'il existe et ce qui existe indépendamment de toute confirmation. L'ego n'est pas l'ennemi de l'essence, c'est le véhicule que l'essence utilise d'opérer sur le plan physique, instrument de votre expression et de votre apprentissage dans la densité de ce qui se manifeste. Il ne s'agit pas d'éliminer l'ego, mais de le considérer correctement. Comprendre l'ego comme servant l'essence, plutôt que de confondre l'ego avec l'essence, reconnaître les opérations de l'ego comme instrumentales plutôt que finales, utiliser les structures que l'ego a construites comme plateforme d'action plutôt que comme fondement d'identité, qui doivent être protégées au prix de tout ce qui les menace. Lorsque l'ego est correctement mis en perspective, lorsqu'il sert l'essence plutôt que d'être confondu avec elle, ces opérations acquièrent une qualité différente des opérations de l'ego qui se confond avec l'essence. Une légèreté qui vient du fait de ne pas avoir à être le fondement ultime de quoi que ce soit, une flexibilité qui vient du fait de ne pas avoir besoin de protéger une structure comme si elle était ce qu'elle est véritablement, une capacité à servir un développement réel que les structures de l'ego, lorsqu'elles ne sont pas utilisées pour protéger l'ego d'être vu véritablement comme l'ego, ont la capacité servir, fournir. Cette perspective correcte de l'ego est ce que la tradition appelle la victoire sur Maya. Non pas l'élimination du voile, qui rendrait impossible l'opération sur le plan physique, mais la transparence du voile. L'état dans lequel le voile existe encore, mais ne trompe pas, dans lequel les structures de Maya opèrent encore, mais sont vues pour ce qu'elles sont, dans lequel l'ego fonctionne toujours,
mais ne confond pas l'être qui l'habite avec celui qui regarde réellement. La dernière question, et celle qui fait que tout ce qui précède est plus que de la philosophie, est la question de savoir ce que l'on fait de la reconnaissance. Lorsque la reconnaissance commence à être authentique et non seulement intellectuelle, que c'est l'essence et non l'ego qui est le véritable sujet. La tradition est spécifique et exigeante dans sa réponse. Une véritable reconnaissance n'est pas séparable de la responsabilité qu'elle implique. L'être qui reconnaît, quoique partiellement et par intermittence, que l'essence est le sujet réel, et que l'ego est une structure temporaire que l'essence utilise et habite pendant l'incarnation, cet être ne peut plus agir avec l'irresponsabilité que permettait la confusion entre les deux. Vous ne pouvez plus attribuer vos décisions à l'ego comme si l'ego était une entité distincte dont les actions se produisent en dehors de la responsabilité de l'essence. Vous ne pouvez plus utiliser la souffrance de l'ego comme excuse pour des actions que l'essence reconnaît comme incompatibles avec ce qu'exige le développement. Il ne peut plus prétendre qu'il ne sait pas ce qu'il sait, car Buddhi, une fois activé de manière suffisamment cohérente pour produire de véritables reconnaissances, ne peut être réduit au silence par la volonté de l'ego, sans un coût qui devient progressivement plus élevé. Le voile de Maya, lorsqu'il commence à s'amincir véritablement, ne s'amincit pas confortablement. Il s'amincit d'une manière qui rend progressivement impossible la malhonnêteté interne que l'ego a utilisée pour protéger les structures qui avaient besoin d'être protégées. Et l'être qui passe par ce processus, qui accepte le coût croissant de l'honnêteté pour le spectateur, qui insiste pour distinguer l'ego de l'essence même lorsque la distinction exige l'abandon de quelque chose que l'ego avait déclaré essentiel. Cet être accomplit le seul travail que Blavatsky a toujours prétendu être le véritable travail, non pas l'accumulation de connaissances ésotériques, non pas la sophistication spirituelle de l'ego, mais la dissolution progressive du voile qui sépare le soi de la reconnaissance de ce qu'il est véritablement, et que cet être, la reconnaissance, une fois complète, se révèle avoir été. Il s'agissait toujours simplement de voir ce qui était toujours là, mais qui nécessitait toute une vie de travail honnête pour être perçu comme tel. La relation entre la question de celui qui regarde et la pratique spécifique de la compassion, non pas la compassion sentimentale que l'ego produit comme stratégie relationnelle, mais la compassion que la tradition ésotérique appelle karuna, la compassion qui émerge de la véritable reconnaissance de l'essence dans l'autre, est l'un des territoires dans lesquels la différence entre l'ego et l'essence en tant que sujet a les conséquences les plus vérifiables et en même temps les moins facilement attribuées à une cause claire sans le modèle théosophique pour les interpréter. La compassion de l'ego est possessive. Il veut que l'autre s'améliore d'une manière qui produit dans l'ego l'état de satisfaction que procure l'amélioration de l'autre. Est impatient. Lorsque les autres ne s'améliorent pas au rythme que l'ego juge nécessaire, la compassion de l'ego se transforme en frustration, que l'ego ne reconnaît souvent pas comme son propre besoin non satisfait. Et il est conditionnel. Il est plus facilement activé par ceux qui confirment le récit de l'identité du moi que par ceux qui le contestent. La compassion de l'essence, qui surgit lorsque c'est l'essence qui regarde l'autre dans la souffrance, a une qualité radicalement différente. Elle n'exige pas que l'autre s'améliore pour que l'état du sujet qu'il observe soit positif, car l'essence ne dépend pas de l'état de l'autre pour son propre état. Il n'a pas d'impatience, car il n'a pas l'agenda temporel que Kama impose à l'ego. Et c'est, à tel point que autant que le permet le développement de l'être, sans discernement, il n'est pas plus facilement activé par des amis que par des étrangers, par des personnes semblables que par des personnes différentes. Parce que l'essence reconnaît dans l'autre le même principe de vie qu'elle est elle-même, peu importe combien la forme que prend ce principe chez l'autre diffère de la forme qu'elle prend elle-même. Ce développement d'une compassion aveugle, qui est progressif et que la tradition n'entend pas se produire du jour au lendemain par la simple décision d'être plus compatissant, est l'un des indicateurs les plus fiables que c'est progressivement l'essence qui apparaît. Non pas parce que la compassion est une pratique spirituelle que l'être décide d'adopter, mais parce que la compassion est la réponse naturelle de l'essence à la souffrance. C'est ce qui se produit spontanément lorsque Buddhi perçoit chez les autres la même nature qu'il perçoit en lui-même. L'ego peut imiter la compassion de manière raisonnablement compétente. Il peut produire des comportements compatissants qui servent son récit d'identité spirituelle, mais il ne peut pas produire la qualité de présence qui accompagne la véritable compassion, la qualité selon laquelle l'être souffrant est véritablement vu et non géré, véritablement trouvé, non instrumentalisé dans le récit du sujet qu'il observe. Cette qualité de présence, être véritablement vu plutôt que géré, est ce que les personnes souffrant perçoivent avec une acuité qui les surprend souvent. La différence entre être en présence de quelqu'un dont l'ego est compatissant et être en présence de quelqu'un dont l'essence est présente dans l'acte de voir. Le premier est réconfortant,
La seconde est transformatrice. Et la différence entre les deux est précisément la différence entre celui qui regarde. Le chemin que trace la tradition depuis la confusion initiale entre l'ego et l'essence jusqu'à la reconnaissance progressivement plus stable de l'essence comme sujet réel n'est pas un chemin qui garantit l'absence de souffrance ni la présence de circonstances favorables, qui garantit que seul l'ego désire et que l'essence n'a pas besoin. C'est un chemin qui garantit, à ceux qui le suivent, avec l'honnêteté qu'il exige, une qualité de présence croissante qui est le seul véritable substitut au confort que l'ego recherchait et qu'il ne pourrait jamais maintenir assez longtemps pour véritablement satisfaire, la présence d'être complètement là, avec ce qui est, comme ce qu'on est, sans le poids de ce qui était et sans l'angoisse de ce qui va venir, sans le besoin de ce qui est différent de ce qui est, pour que le sujet qui l'éprouve puisse être bien. Cette présence, que la tradition appelle de différentes manières selon les systèmes, mais que tous les systèmes reconnaissent comme la même chose, n'est pas un état spécial qui est atteint et maintenu comme un accomplissement. C'est l'état naturel de l'essence, lorsque les obstacles que l'ego avait installés entre la conscience et sa propre nature sont progressivement levés. Et la question du spectateur, lorsqu'elle est véritablement poussée jusqu'à ses conséquences les plus profondes, constitue l'outil de suppression le plus précis disponible, car elle identifie avec précision, à chaque moment spécifique de l'expérience, où l'obstacle opère, et ce qui devrait être fait pour que l'espace qu'occupe l'obstacle puisse, une fois de plus, être simplement vu pour ce qu'il est. Il y a une dernière dimension de cette analyse qui mérite un développement explicite, et qui concerne ce qui se passe entre les êtres lorsque deux ou plusieurs s'engagent, chacun à partir de son propre travail intérieur, à répondre à la question de celui qui regarde. Le champ qui se crée entre ces êtres a une qualité perceptible, même sans vocabulaire ésotérique. La qualité que quelque chose se passe dans la conversation, qui dépasse le contenu de la conversation, qu'il existe un niveau de communication au-delà du langage, qui véhicule des informations sur l'état réel de chaque être, avec une précision qu'aucun mot ne pourrait égaler. La tradition ésotérique décrit ce phénomène comme la résonance entre les buddhis de deux êtres dotés d'ego supérieurs suffisamment développés. Une résonance qui n'est pas une métaphore, mais une description de la manière dont les plans supérieurs de la constitution humaine interagissent lorsque les conditions permettent le contact à ce niveau, plutôt qu'exclusivement au niveau kamamanas, où subsistent la plupart des interactions. Le chercheur qui expérimente ce type de contact, qui se trouve dans une conversation dans laquelle quelque chose est communiqué et reçu à un niveau que l'ego ne contrôle pas, expérimente la réponse pratique la plus directe à la question du spectateur. La réponse qui ne vient pas de l'analyse, mais du contact, qui ne vient pas de l'achèvement, mais de la reconnaissance, et qui laisse à l'être expérimentant une impression enregistrée à un niveau que l'ego ne peut atteindre, le niveau de Buddhi, où les impressions deviennent partie du corps causal, le véhicule qui porte l'apprentissage de incarnation, et où la reconnaissance de ceux qui regardent peut être véritablement permanente. C'est le point d'arrivée vers lequel la question dans le titre pointe depuis le début, et non comme une géodestination. Graphique auquel on parvient, et à partir duquel il n'y a pas d'autre chemin, mais comme une qualité de présence qui s'approfondit progressivement à mesure que progresse le travail de dissolution du voile. La question du spectateur n'a pas de réponse définitive qui puisse être donnée une fois et classée, elle doit être reformulée à chaque instant, dans chaque décision, dans chaque relation, dans chaque souffrance et dans chaque joie, avec la même volonté honnête et le même courage de voir ce qui est au lieu de ce que l'ego veut que ce soit. Et c'est cette reformulation continue qui constitue, selon Blavatsky, le seul chemin qui mène à la reconnaissance qui ne soit pas perdue. La reconnaissance que l'être qui regardait toujours, sous toutes les couches de l'ego qui le recouvrait, était toujours l'essence, et que le voile n'a jamais recouvert ce que l'on est réellement. Il a seulement créé les conditions dans lesquelles la découverte de cela a été l'œuvre la plus profonde de toute incarnation.